Je pense que nous allons commencer. Donc bonjour, bienvenue à tout le monde. Merci d'être venu à ce premier cours de cette année. Donc j'ai décidé cette année de vous parler des éléments transposables et leur lien avec l'épigénétique. Pour ceux qui ont suivi mes cours depuis quelques années, vous savez que chaque année, quand je parle des différents aspects de l'épigénétique, je reviens toujours sur ces éléments répétés, ces éléments transposables. Donc je me suis dit que peut-être il était temps de les traiter pendant ces 5 cours que je vais donner. Et j'espère que vous allez trouver ça intéressant parce que vous allez voir, ça touche à beaucoup d'aspects différents de la biologie et pas que l'épigénétique. Donc, je vais commencer en vous parlant du début, de l'œuf fécondé. Et cette diapositive, je la montre en différentes formes chaque année. Je pense que c'est important, juste pour permettre d'établir les bases de ce que nous pensons se passe au cours du développement. Et je voulais surtout souligner les travaux de John Gurdon et de Briggs et King dans les années 50-60. Donc, j'ai traité ce sujet lors de mes cours en 2014. Mais leur découverte, en utilisant le transfert nucléaire, ont démontré qu'au cours du développement, le même génome issu du père et de la mère, donc le mélange des deux dans l'œuf fécondé, est gardé stablement au cours des divisions cellulaires, au cours de la vie, et donne lieu aux différents organes complexes en nous. Donc, il s'agit de l'épigénèse, et donc ces expériences très élégantes ont démontré qu'effectivement, la matière génomique, l'ADN, ne change pas vraiment, ou ne change pas a priori, au cours du développement. Donc, on peut prendre une cellule de la peau ou de la rétine et la faire revenir, la reprogrammer. Je ne vais pas répartir sur tout ce sujet de reprogrammation, mais en tout cas, ça montre que la cellule, elle a peut-être une identité particulière, mais on peut la faire revenir dans son état totipotent et elle peut redévelopper de manière quasi normale maintenant avec les techniques qui sont possibles. Donc ça démontre que l'intégrité du génome, globalement, ne semble pas changer. Et maintenant que c'est devenu quasiment dogmatique, le génome est stable au cours de la vie d'un organisme, sauf pour certaines exceptions auxquelles je vais revenir. Et donc, comment, à partir de ce même génome, nous arrivons à générer cette diversité de cellules? Donc, chaque cellule contient les mêmes gènes, mais l'identité de la cellule dépend des gènes qui sont exprimés ou réprimés. Et donc, je vous montre ça encore de manière très simpliste, comme si on n'avait que 3 gènes dans notre génome. Donc, par exemple, dans les cellules de la rétine, certains gènes sont exprimés de manière spécifique. Donc là, on va dire les gènes orange. Il y a des protéines, les facteurs de transcription qui permettent leur expression, l'ARN qui va produire des protéines qui sont très spécifiques. Et d'autres gènes dans notre génome ne sont pas exprimés, ils sont éteints stablement. Et dans d'autres types cellulaires, dans les macrophages, dans le muscle, d'autres gènes sont actifs et les gènes qui étaient actifs dans la rétine ne sont pas forcément actifs dans ces autres cellules. Donc nous savons qu'effectivement, l'activité transcriptionnelle dépend de ces facteurs de transcription. L'activité des gènes, l'expression des gènes dépend de ces facteurs. Et donc, au cours du développement, ces facteurs sont présents, absents et sont régulés via l'information positionnelle au cours de l'embryogenèse, les contacts entre les cellules, les voies de signalisation. Mais ce n'est pas tout. Nous savons qu'effectivement, la plupart des facteurs de transcription ne sont pas capables d'activer de manière seule des gènes. Il y a ce qu'on appelle les barrières épigénétiques à surmonter. Et nous savons aussi que ces changements d'expression des gènes doivent être stables et héritables
d'où cette notion d'identité cellulaire. Les gènes doivent garder cette mémoire de leur activité ou de leur inactivité. Et c'est là cette notion d'épigénétique, donc tout changement d'expression des gènes ou de fonction du génome qui n'affecte pas la séquence de l'ADN, qui n'affecte pas forcément le génome, mais qui peut être stable et héritable. Et donc, pour vous rappeler, quand je parle d'épigénétique, de manière très simpliste, on peut parler de la chromatine, par exemple, de la méthylation, des modifications des cytosines dans l'ADN, des histones qui sont associées à l'ADN pour former les nucléosomes, le sujet de mes cours en 2015. Et donc, les modifications de ces protéines peuvent avoir un impact sur la manière que la chromatine va être condensée ou ouverte, et donc qui va permettre ou pas à ces facteurs de transcription et à la machinerie qui permet la transcription des gènes de venir ou de ne pas pouvoir accéder. Et donc, ces états chromatiniens peuvent effectivement être changés au cours du développement et gardés stablement, ou peuvent être défaits. Donc, à partir d'un génome, qu'on imagine est relativement stable, nous pouvons avoir plusieurs épigénomes dans différents types cellulaires au sein d'un organisme dans les différentes cellules. Mais à quel point notre génome est si stable ou si statique? Les épigénomes peuvent bouger, ça je pense que vous avez compris, et au cours de la vie même, on voit que les épigénomes changent, même dans les cellules qui ont acquis leur identité. Et les scientifiques, depuis pas mal de temps, ont réalisé qu'une manière relativement simple pour distinguer les différences entre les effets génétiques au niveau de la séquence de l'ADN et les effets épigénétiques était de regarder des jumeaux qui sont identiques, qui sont issus du même œuf fécondé, donc des jumeaux monozygotiques. Et donc on imagine qu'effectivement, on pense qu'ils ont exactement le même génome. Les jumeaux gardent effectivement le même ADN à partir de cet œuf fécondé, mais en fait peuvent avoir des variations épigénétiques qui viennent avec l'âge. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans mes cours dans le passé. Ici, on regarde les chromosomes de deux jumeaux de l'âge de 3 ans et on regarde la méthylation de l'ADN, les profils de méthylation sur différents chromosomes entre les deux jumeaux. Et on voit qu'effectivement, quand on prend des sondes qui viennent, l'ADN méthylé qui vient d'un jumeau à l'autre, le profil est identique ou quasiment. Donc on voit en rouge et en vert l'ADN méthylé qui vient d'un jumeau à l'autre, et on voit qu'effectivement c'est identique parce que le jaune et le rouge donnent des profils. Le vert et le rouge donnent des profils chevauchants jaunes. Alors qu'à l'âge de 50 ans, on voit que les profils commencent à diverger très dramatiquement. Donc avec l'âge, effectivement, on peut avoir des changements épigénétiques. Mais nous réalisons aussi que les jumeaux ne sont pas si identiques que ça au niveau de différentes choses. Donc ici, je vous montre les empreintes digitales. Ils sont différents entre les jumeaux. Alors pourquoi? Est-ce que c'est épigénétique ou est-ce que c'est simplement qu'effectivement, au cours du développement de la peau sur les mains, il y a des variations, c'est normal. Au cours du développement, tout ne se passe pas exactement au même moment, de la même manière, même dans des individus qui ont un génome identique. Donc on peut avoir des variations qui sont dues juste à des différences stochastiques d'expression des gènes au cours du développement. Il y a aussi ces changements épigénétiques dont je vous ai parlé, mais on pense aussi maintenant qu'il y a des différences au niveau de l'ADN aussi. Au sein des génomes des deux jumeaux, on voit qu'il y a des différences beaucoup plus qu'on imaginait maintenant qu'on peut séquencer les génomes. Alors oui, et je voulais vous montrer un cas que je suis avec beaucoup d'intérêt. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet astronaute, je pense qu'il s'appelle Jim Kelly, qui est parti 1 an dans l'espace. C'est un jumeau. Et son frère jumeau et lui ont
décidé de donner donc leur sang et tout autre matériel pour analyse, pour voir à quel point on diverge quand on part dans l'espace pendant 1 an. C'est très intéressant parce que les résultats commencent juste à revenir. Et on voit qu'effectivement, par exemple au niveau des télomères, au niveau des extrémités de l'ADN, les parties des chromosomes qui sont protégées, il y a des différences quand l'astronaute est parti dans l'espace, mais qui peuvent être réversées. Et donc maintenant, on est en train de regarder pour voir à quel point effectivement il y a des différences et génétiques, génomiques et épigénétiques quand ces 2 jumeaux sont étudiés. Et je voulais aussi, et donc ça va m'amener à la suite de mon cours, souligner que dans des organismes autres que nous, qui sont beaucoup plus intéressants parfois à étudier, on voit beaucoup de variabilité au sein d'un individu, donc là où chaque cellule a priori a le même génome, par exemple dans le maïs, dans des fleurs, mais en fait on réalise qu'effectivement il y a des différences phénotypiques, donc par exemple les couleurs de graines de maïs. Je vais revenir, passer pas mal de temps sur ce sujet. Et certaines de ces différences sont dues à des différences génétiques, sont dues à des différences au niveau de l'ADN, et certaines de ces différences sont aussi dues à l'épigénétique. Et je vous montre un dernier exemple ici que j'ai déjà évoqué lors de mes précédents cours. Donc ici, il s'agit des souris avec un locus qui s'appelle agouti. Et ce locus, en fait, peut être modifié épigénétiquement avec la méthylation de l'ADN. Et ici, je vous montre 2 individus qui sont, on va dire, identiques, quasiment identiques génétiquement. Leur génome est quasiment identique. Ils diffèrent simplement par l'état de méthylation à côté d'un gène qui donc va donner lieu à ces différences de couleur de pelage et du masse, donc de l'obésité. Et on sait qu'effectivement, l'état de méthylation de ce gène donne ces différences qui sont quand même assez énormes. Et donc là, ça m'amène à la conclusion, enfin l'introduction et la conclusion de cette diapositive, qui est que dans la plupart des cas où on voit des changements phénotypiques au sein d'un individu, donc dans les mêmes cellules mais avec des changements de phénotype, par exemple couleur, etc., ou même entre des individus qui sont soi-disant génétiquement identiques, comme des jumeaux ou comme des clones, on réalise de plus en plus qu'il s'agit des changements, des différences qui sont associés à des éléments transposables. Donc ce sont des éléments d'ADN qui peuvent être capables de bouger dans le génome et qui ont la capacité, et c'est là en fait tout, je dirais, le cœur du sujet pour la suite de mes cours, qui ont la capacité d'attirer la machinerie épigénétique et donc de générer des états d'expression différentiels. Donc ces éléments transposables, elles peuvent bouger et changer le génome, et elles peuvent aussi influencer la manière que les gènes sont exprimés. Et donc, comme d'habitude, je vais vous donner, voilà, et donc d'où le titre de mon cours aujourd'hui, à quel point ces éléments transposables, ce sont juste des parasites ou même presque des protagonistes du génome. Et donc ici, je vous montre de manière très schématique une photo qui est censée montrer qu'effectivement le génome, le séquençage du génome nous a donné beaucoup d'informations sur cette dynamique potentielle. Et ici, je vous donne un résumé des différents points. Comme ça, ceux d'entre vous qui veulent dormir ou partir peuvent le faire. C'est un peu les différents points qui me semblent importants. Donc, on réalise maintenant, grâce au séquençage des génomes, qu'effectivement, les génomes sont beaucoup plus dynamiques qu'on imaginait, même au cours d'une vie, et bien sûr au cours de l'évolution, que les éléments transposables sont absolument clés pour on appelle ça cette fluidité génomique. Ces éléments transposables, leurs reliques, et c'est surtout leurs reliques en fait, que nous avons dans nos génomes, c'est des fossiles qui ne sont plus actifs mais qui sont là,
peuvent jouer un rôle important dans l'évolution. Et ils ont joué un rôle absolument essentiel dans la formation et les fonctions, les régulations de nos gènes. Je vais pouvoir évoquer ça plus tard aujourd'hui, mais aussi dans mes cours à venir. Alors, ces éléments transposables sont de manière, je dirais, principale des parasites. Et comme vous le savez, je pense, les parasites doivent être contrôlés, sinon ils peuvent avoir un impact très néfaste sur leur hôte. Et donc au niveau non seulement sur l'intégrité génomique, vous allez voir, non seulement ces éléments transposables peuvent avoir un impact sur la stabilité du génome, mais aussi beaucoup sur la régulation des gènes. Elles peuvent influencer la manière que les gènes sont régulés. Et donc, du coup, comme nous sommes là avec nos bagages de parasites plus ou moins fonctionnels, nous avons évolué, tout organisme évolue, des stratégies de défense. Et ces stratégies de défense contre ces éléments transposables incluent les mécanismes épigénétiques. Et il y a même l'idée, et ça je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans mes cours les années précédentes, que peut-être ces stratégies épigénétiques ont évolué justement comme une manière de se défendre contre ce type d'éléments mobiles. Et donc les mécanismes épigénétiques sont ensuite utilisés via des éléments transposables ou leur hélique pour certaines fonctions au cours du développement, vous allez voir. Aussi au niveau des fonctions des chromosomes, dans certains cas, on a même des éléments transposables qui jouent le rôle de télomères, donc ces bouts de chromosomes, qui sont aussi impliqués dans les centromères, qui sont très importants pour la stabilité des chromosomes au cours des divisions cellulaires. Et ils sont impliqués dans la diversité phénotypique, génétique et épigénétique. Vous allez voir quelques exemples à la fin de ce cours. Et un point très important, c'est que l'environnement peut influencer l'activité de ces éléments mobiles, de ces transposants. Et lors de mon dernier cours, je vais évoquer le lien entre cette capacité d'agir en face de l'environnement, de ces transposants, et la capacité d'adapter pour un organisme à des changements environnementaux, et donc la manière que cette adaptation pourrait éventuellement avoir un rôle dans l'évolution. Donc ici, c'est juste la liste des cours que je vais vous donner. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une introduction assez historique sur la découverte des transposants et la réalisation de tous les rôles qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je vais parler plus sur les liens moléculaires entre l'épigénétique et la régulation de ces éléments transposables. Je vais parler aussi la semaine d'après du rôle que ces éléments transposables semblent jouer au cours du développement. Ils ont été cooptés pour justement faciliter ou permettre le développement, et je vais parler de différents exemples. Et ensuite, je vais vous parler de l'implication de ces éléments transposables dans les maladies, dans la manière que les mutations et les épimutations peuvent être impliquées et très souvent sont liées à des éléments transposables ou leurs reliques. Par exemple, dans le cancer, c'est un sujet que j'avais déjà évoqué l'année dernière. Et enfin, je vais parler de l'évolution, comme je l'ai dit. Donc, si on commence de manière historique à parler des transposants, chaque année, je commence avec un petit résumé historique du sujet. Et souvent, c'est très difficile de savoir où tout a commencé, qui était le premier. Il y a souvent beaucoup de scientifiques au cours des siècles qui ont contribué. Ici, c'était assez simple. En fait, il y a une personne qui vraiment était à la base de la découverte de ces éléments transposables, ces éléments mobiles. Donc, c'était Barbara McClintock, une botaniste américaine, généticienne et cytogénéticienne, est une femme qui avait une vision absolument extraordinaire, une intelligence et une vision vraiment impressionnante. Et j'avoue que le choix de ces cours cette année m'a permis de replonger dans ces travaux, et je réalise à quel point il y a encore des choses à découvrir, à comprendre dans tout ce qu'elle a fait.
à tel point que je me dis qu'une année, peut-être, je vais dédier tous mes cours à Barbara McClintock. Cette année, je n'ai pas le temps de vraiment passer beaucoup de temps sur les différents aspects de ces découvertes, mais je vais vous donner quand même un résumé. Donc, je voulais souligner le fait que cette femme qui travaillait en particulier sur le maïs et le génétique de la maïs, elle a commencé ses études dans les années 20 et 30, et ce qu'elle a découvert, cette existence de l'ADN mobile, des gènes mobiles, allait contre toutes les théories à l'époque. Donc, à l'époque, nous savions qu'effectivement, il y avait des gènes, des unités de fonction, mais qui étaient localisées sur des chromosomes. Mais l'idée était que ces gènes ne changeaient pas de position. C'était grâce à ça qu'on a pu comprendre la génétique. Et c'est grâce à ça que Mendel, par exemple, a pu mettre en place ces règles de la génétique. Elle a tout renversé en disant que non, en fait, les gènes peuvent bouger, changer de place. Et puis, non seulement elle a trouvé que les gènes pouvaient bouger, mais qu'ils pouvaient aussi être activés ou inactivés dans des conditions différentes et à différents stades du développement. Donc tout ça, c'était bien avant qu'on sache qu'il s'agissait de l'ADN, la double hélice de l'ADN. Donc là, c'était purement de la génétique et de la cytogénétique. Et McClintock est allée encore plus loin. Elle a montré qu'effectivement, les mutations des gènes qui nous permettaient de distinguer des phénotypes différents et donc de faire de la génétique pouvaient même être réversées. Alors ça, c'était aussi quelque chose qui était assez, on va dire, presque hérétique à l'époque. Donc pour toutes ces raisons, même si elle a fait ses travaux lors des années 30, 40, 50, elle a attendu jusqu'à 1983 pour être attribuée le prix Nobel pour sa découverte de ces éléments mobiles. Et il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur la vie de Barbara McClintock. Voilà un, je pense, qui est bien, Feeling for the Organism. Et donc, Barbara McClintock était vraiment une chercheuse qui croyait dans l'observation. Elle a passé beaucoup de temps à observer les maïs, à faire des expériences génétiques et à regarder les phénotypes qu'elle voyait dans le champ, à regarder dans le microscope la manière que les chromosomes se présentaient dans différents mutants, dans différentes situations. Elle a passé la plupart de sa vie à observer et donc à conclure. Elle a fait très peu de modèles et, comme je l'ai dit, ses idées n'étaient pas très acceptées pendant très longtemps. Du coup, à un moment, elle a même décidé d'arrêter d'écrire des papiers et de les publier. Elle a trouvé ça trop frustrant, en fait, de ne pas être compris. Et donc, du coup, elle écrivait, en fait, dans une sorte d'annuaire du Carnegie Institute, mais elle ne publiait pas ses travaux. Donc, ses travaux sont là, sont accessibles, mais elle a décidé de laisser tomber. Parfois, je la comprends parfois. Donc, je n'aurai pas le temps de vous raconter tout ce qu'elle a fait, mais pendant sa thèse, c'était elle qui a vraiment commencé la cytogénétique au maïs. Donc il y avait de la génétique et c'est grâce à elle et donc une équipe de scientifiques, mais elle était vraiment la personne qui a, je dirais, eu les idées et mis en place les idées. Elle a pu donc créer la première carte génétique du maïs. Elle a pu démontrer pour la première fois cytologiquement que lors de la méiose, il y a des échanges génétiques et l'appariement des chromosomes. Elle a établi des liens de causalité entre des chromosomes anormaux et la variation phénotypique, les changements d'apparition des graines. Elle a été la première à montrer que le centromère des chromosomes était visible et divisible, c'est-à-dire on le voyait se dupliquer et donc apparaître dans des cellules filles. Et elle était même la première à montrer qu'effectivement l'ADN qui produit les ribosomes, maintenant on le sait, est à la base de la formation de la région nucléolaire qui va former cet organelle dans le noyau qui s'appelle le nucléole.
Elle a même été la première à proposer que les bouts des chromosomes doivent être protégés par des télomères. Donc elle a fait, après sa thèse, où elle a donc publié la première carte génétique, elle a beaucoup étudié les cassures des chromosomes. D'abord en utilisant des traitements de rayons X, où elle a pu observer l'impact de casser les chromosomes dans un individu. Et elle voyait qu'effectivement, en induisant ces types de cassures des chromosomes, ça déclenchait tout un cycle d'événements qu'elle appelait des cycles de cassure, fusion, breakage, fusion bridge cycle, qui commençait et au cours du développement donnait lieu à plein de situations différentes. Donc ici, je vous montre une figure qui vient d'un de ses papiers en 1951, où elle montre qu'effectivement, on déstabilise le génome en induisant une de ces cassures pendant très longtemps. Et donc, on peut générer des mutations, donc des phénotypes, tout au cours de la vie d'un organisme, une fois qu'on a déclenché ce type de cassure. Et ensuite, elle a élaboré une manière de déclencher ce type d'instabilité génétique sans avoir lieu au rayon X. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais elle a pu donc générer une situation avec une inversion sur un chromosome, le chromosome 9, qui était son chromosome préféré parce que ça portait plein de gènes qui avaient un impact sur la couleur des grains de maïs. Donc en utilisant une inversion au niveau duplication au niveau du chromosome 9, il pouvait déclencher ces cycles de cassure, fusion, pont répétés et regarder quel était l'impact au cours du développement des plantes. Mais c'était lors de ces analyses qu'elle a remarqué qu'il y avait certaines plantes où elle voyait une mutation qui n'était pas déclenchée forcément par ces cassures fusion-pont. En fait, c'était une mutation qui conduisait très régulièrement à une cassure au niveau du chromosome 9 et au même endroit. Donc, en faisant la génétique, en sachant que effectivement les gènes qui étaient affectés étaient près de cette région, et ensuite en regardant dans le microscope, en regardant qu'effectivement le chromosome était très souvent cassé au même endroit. Donc ça, c'était en 1948 le début de sa découverte de la transposition. Et ici, je vous montre de manière très simpliste de quoi il s'agissait. Donc en fait, le maïs que nous connaissons tous a des grains jaunes ou non colorés en fait. Mais dans l'état sauvage, et on trouve ça toujours dans certaines régions, on voit que effectivement le maïs peut être très coloré. Et en fait, nous savons qu'il y a des gènes, comme les gènes sur le chromosome 9 dont je vous ai parlé, qui sont importants pour cette coloration. Et quand ils sont mutés, nous avons cette absence de couleur. Et alors McClintock, elle était intéressée par les graines qui montraient ces couleurs bigarrées, c'est-à-dire que c'était des grains mutés où le gène en question, le locus C, on va dire, était présent dans la plupart du maïs, mais il y avait des petites taches violettes qui indiquaient que le gène était capable de s'exprimer comme dans le sauvage. Et c'est ça qu'elle essayait de suivre et de lier avec ces cassures de chromosomes qu'elle voyait. Et donc, en faisant de la génétique approfondie et très intensément pendant plusieurs années, elle a nommé ce locus qui se cassait régulièrement DS pour dissociation, à cause de l'impact que ça avait sur le chromosome. Elle a conclu que ce locus était en fait un élément qui pouvait interrompre l'activité de ce gène qui donnait lieu à la couleur et que c'était réversible, c'est-à-dire que ce gène pouvait, cette interruption pouvait partir et que cette capacité de bouger ou de partir était liée à la présence d'un autre locus qu'elle appelait AC ou activateur. Et elle a conclu qu'effectivement, en présence de cet activateur, DS était capable de bouger. Et elle a même montré que AC lui-même était capable de bouger. Donc là, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez révolutionnaire. Ça voulait dire que des gènes, des locus qu'elle avait cartographiés sur des chromosomes étaient quand même capables de bouger. Elle voyait que DS était à un endroit et qu'ensuite, elle pouvait faire des croisements et voir qu'il était ailleurs. Et
elle a aussi déduit que plus ces taches de couleur d'activité normale du gène étaient grands, plus tôt cet événement d'excision ou de disparition de DS avait lieu. Donc, ça, c'était un couple de locus, mais elle avait étudié tout un tas de différents locus. Et donc ici, je vous amène à un des locus qu'elle avait étudié, où elle a conclu, même si elle n'a pas forcément utilisé le mot épigénétique, mais là, il s'agit probablement d'un contrôle épigénétique. Donc, un autre gène qui donnait donc, cette coloration du maïs, qui, dans son état interrompu avec la présence d'un élément mobile, n'était pas exprimé. Donc, on avait l'absence de couleur, comme vous voyez ici. Mais elle a montré qu'en présence d'un activateur, donc SPN dans ce cas-là, soit on pouvait avoir une réversion totale, donc le gène redonnait une couleur intense mauve avec l'absence de cet élément, ou on avait une situation où l'expression était présente, mais à un plus faible niveau. Et donc elle a conclu que probablement, effectivement, cette SPM était dans des états différents. Et ces états différents pouvaient changer de phase. Au cours de la croissance de la plante, elle voyait qu'il y avait plus ou moins de chances que ces gènes allaient être exprimés. Et donc c'était beaucoup plus tard, Nina Fedorov, qui était une des étudiants disciples de Barbara McClintock, a démontré que effectivement ce gène SPM, dans son état actif, était capable de faire bouger l'élément qui était non autonome à côté de ce gène de couleur, mais qu'il était aussi capable d'être influencé épigénétiquement. Il y avait de la méthylation qui influençait sa capacité d'agir. Et dans un état où il était moins bien exprimé, il pouvait activer le gène sans faire sortir l'élément. Donc en fait, c'est moléculairement extrêmement complexe, génétiquement aussi, mais que sur la base de la génétique et la cytogénétique, Barbara McClintock était capable de conclure qu'effectivement il y avait des changements génétiques et probablement épigénétiques qui influençaient ces éléments mobiles. Et donc, pour résumer ce qu'elle a trouvé grâce à ce type d'études, donc, ces éléments transposables pouvaient induire des cassures des chromosomes, dans certains cas, pas toujours, mais par exemple dans le cas de DS. Ils étaient capables de muter des gènes, comme je vous avais montré, et de réverser cet état de mutation, donc de sortir de ces gènes, donc de rentrer dans des gènes et de sortir. Ils étaient aussi sensibles à ce qu'elle appelait le stress génomique, et donc en fait, toutes ces plantes qu'elle a étudiées par la suite, elle pensait enfin une partie était issue de ces cycles de cassure, fusion, pont-fusion. Et donc elle pensait qu'effectivement des stress génomiques et peut-être des stress environnementaux étaient capables de déclencher ce type d'instabilité qui donnait ces phénotypes bigarrés. Et elle a aussi conclu que certains de ces éléments étaient autonomes, c'est-à-dire capables de bouger tout seuls. Ils avaient tout ce qu'il fallait, la machinerie pour se faire bouger et pour faire bouger d'autres éléments qui, eux, n'étaient pas autonomes. Donc, dans le cas de AC et DS, AC était l'activateur qui était capable de bouger lui-même et de faire bouger d'autres éléments, et DS étaient des éléments non autonomes. Et maintenant, nous savons qu'effectivement, ces éléments DS sont des éléments transposables comme AC, sauf qu'ils ont été mutés. Donc AC, c'est le transposant entier, avec tout ce qu'il faut pour bouger, avec la protéine qui va permettre la transposition. Et les éléments DS sont en fait des reliques de ces transposants autonomes. Et donc, elle a aussi parlé des changements d'état qui pouvaient influencer l'expression des gènes et qui pouvaient être très dynamiques et contrôlés au cours du développement. Et donc, je vous avais parlé des tâches plus ou moins grandes qui étaient associées avec le moment de excision probablement ou intégration de ces éléments transposables. Donc, probablement, ces changements d'état étaient
des événements génétiques, c'est-à-dire l'ADN bougé. Et puis, elle a parlé aussi des états de phase, des changements de phase qui, eux, étaient vus au cours du développement et la croissance de la plante. Et là, par exemple, comme dans le cas de SPM, il s'agissait peut-être d'une activité plus ou moins importante de l'activateur, de la transposase. Et donc là, elle a conclu qu'effectivement, ces éléments peuvent éventuellement être régulés au cours du développement et pourraient jouer le rôle des éléments contrôleurs. Et donc, elle a conclu que ces éléments transposables et leur hélique pouvaient influencer l'expression génique au cours du développement et que l'expression différentielle au cours du développement pourrait éventuellement être contrôlée par ce type d'éléments. À l'époque, c'était quelque chose qui était très mal accepté ou très mal compris en tout cas et ignoré pendant pas mal de temps. Voilà, je la cite à l'époque, donc en 1951. Nous savons que ces éléments contrôleurs peuvent modifier l'action génique de plusieurs façons. Ils peuvent influencer le moment de l'activité génique au cours du développement d'un tissu et aussi déterminer les cellules dans lesquelles ça va se passer. Alors, il y avait dans ces papiers qui ne sont pas toujours faciles à lire, ce n'était pas toujours clair si elle parlait d'activité de transposition, donc de mouvement de ces éléments, ou de leur potentiel de s'exprimer ou pas. Néanmoins, l'idée était que ces séquences d'ADN étaient capables donc de jouer un rôle de contrôle et d'expression différentielle ou d'action différentielle au cours du développement. Donc c'était en 1951. Et en 1961, le très fameux papier de Jacob et Monod sur l'opéron LAC a été publié, le prix Nobel qui a été accordé pour cette découverte qui nous a permis ce concept de base fondamental qui tient toujours que la régulation des gènes dépend des activités de répresseurs et activateurs spécifiques qui vont aller reconnaître des séquences d'ADN pour permettre l'action génique. Et donc ça, c'était chez les bactéries, donc c'était quelque chose qui a vraiment changé la manière que les scientifiques ont considéré la biologie. C'était le début aussi de la biologie moléculaire, la compréhension, mais néanmoins, le lien n'avait pas vraiment été fait avec ce que Barbara McClintock elle-même avait déjà proposé, qui était quand même assez semblable. Il faut dire que donc, Jacob et Monod, ils n'ont pas forcément parlé en détail de la possibilité d'extrapoler vers les eucaryotes, en tout cas à l'époque, ce type de système très simple. Mais déjà en 1934, Morgan, qui travaillait sur la mouche drosophile, avait évoqué l'idée peut-être des batteries des gènes qui étaient exprimés ou inactivés au cours du développement, sans parler des éléments contrôleurs, sans parler de la manière que ça pouvait se passer. Et peu après l'opéron LAC de Jacob et Monod, en 1969, Britton et Davidson ont publié un papier dans Science théorique où ils ont proposé qu'effectivement ce type de système de régulation à une échelle beaucoup plus grande et plus complexe pouvait être responsable de l'expression différentielle des gènes au cours du développement d'un organisme aussi complexe qu'un mammifère, par exemple. Donc ça, c'était un papier théorique et où ils ont parlé beaucoup des éléments répétés aussi, des séquences qui pouvaient éventuellement être des ex-transposants, des éléments transposables. Ils ont discuté de ça, ils ont cité Barbara McClintock, mais ils n'ont pas vraiment fait le lien avec les théories et les hypothèses qu'elle avait mis en avant bien avant. Donc elle-même, elle a essayé de le faire pour faire des parallèles. Donc elle a publié un papier en 1961, juste après le papier de Jacob et Monod, où il a essayé de faire des parallèles dans le contrôle génique chez le maïs et chez les bactéries. Donc, je ne vais pas vous lire tout ça, mais je vous invite de l'étudier parce que c'est très intéressant. Et effectivement, à cette époque, il y avait beaucoup de discussions entre les scientifiques. Il y avait apparemment beaucoup plus de temps pour passer à discuter. Donc, ici, une photo de Barbara McClintock et Jacques Monod en 1946.
Donc même si les parallèles étaient là, en fait, elle les a faites, et même avec ça, clairement, ça n'a pas passé. Ce n'était pas quelque chose qui a vraiment retenu l'attention des gens pendant très longtemps. Donc les travaux de Brodmann-McClintock étaient, je dirais, largement ignorés pendant quelques décennies, et ses idées en particulier n'ont pas été vraiment reconnues. Elle a eu le prix Nobel en 1983 pour cette découverte, mais comme certaines le disent, elle est arrivée trop tôt, avant son temps, et donc c'est que, je dirais maintenant, qu'on commence à réaliser à quel point elle avait compris des choses. Et donc, la reconnaissance de l'existence de cet ADN mobile est quand même venue. Donc, déjà, après ces découvertes chez le maïs, où on pensait que c'était un truc des plantes, donc bizarre, les plantes, ils ont des éléments mobiles, c'est comme ça. Mais en fait, il a été découvert que chez les bactéries, il y a aussi des éléments mobiles, des transposons, et qui peuvent avoir un impact très important. Je ne vais pas élaborer la découverte des éléments transposables chez les bactéries, mais qui sont par exemple responsables des souches de bactéries qui sont résistants à multiples antibiotiques. Donc un intérêt clair pour ces éléments qui pouvaient sauter d'un chromosome à un plasmide en ramenant des bouts du chromosome avec, et donc des gènes de résistance à des antibiotiques, et les transférer d'une bactérie à l'autre. Donc, il y avait donc des études chez les bactéries et aussi la puissance de la mouche drosophile, où un phénomène a été décrit. Et là, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la digénèse d'hybride, hybrid dysgenesis, qui a été découverte comme un phénomène absolument spectaculaire qui dépendait en fait des éléments transposables, des éléments P. Et je vais passer plus de temps sur ça la semaine prochaine, parce que c'est là où on va rentrer un peu dans la régulation épigénétique des éléments transposables. Mais en tout cas, ce qui a été démontré, c'est que ces éléments P n'étaient pas présents dans la plupart des mouches drosophiles de laboratoire, mais il y a eu une invasion de ces éléments P lors des dernières décennies. Et donc c'est là où il a été réalisé que quand une mouche qui avait la présence des éléments P était pris du sauvage, donc des mouches du cytotype P, et qui étaient croisées avec des femelles qui venaient des souches de laboratoire, ces individus étaient totalement stériles. Il n'y avait pas de progéniture. Alors que dans le cas opposé, là, il y avait des progénitures. D'où est venue l'idée qu'effectivement, les éléments P étaient capables d'infecter, de sauter, d'infecter et puis de créer des perturbations massives quand il s'agissait d'une femelle qui, dans son cytoplasme, n'avait pas les répresseurs pour empêcher cette activité du transposant. Mais lors que la femelle avait cette capacité, avait ce cytotype, dans ce cas-là, il n'y avait pas de problème. Donc on a presque l'impression qu'il s'agit d'un système de défense, même un système immunitaire, on peut l'appeler. Et donc c'était le début de la découverte effectivement de ce système qui est magnifique, parce qu'il s'agit là d'une invasion de ces éléments mobiles, comme des virus, hein, qui ont une capacité mutagénique énorme, et qui permettent donc l'évolution des mécanismes de contrôle dont je vais vous parler. Et je veux quand même souligner que ces éléments P chez la drosophile, mais c'est pareil chez les bactéries et aussi chez les mammifères, les transposants, sont devenus très vite des outils importants pour les généticiens. Parce que quand elles sont étiquetées, elles peuvent être utilisées pour aller créer des nouveaux, de cartographier des chromosomes, faire de la mutagénèse, insérer des gènes, créer des transgéniques. Donc en fait, les éléments P ont été absolument clés pour la génétique moderne de la drosophile et aussi des mammifères, vous allez voir, mais pas les éléments P, mais des éléments comme Sleeping Beauty et Piggyback et d'autres. Donc je vais dire quelques mots sur les classes des éléments transposables et ce que nous connaissons maintenant, et ensuite je vais revenir un peu sur la question historique.
Donc, avec tous ces différents systèmes qui ont été découverts dans différents organismes, les scientifiques ont compris maintenant qu'il s'agit probablement de deux grandes classes, deux grands types d'éléments transposables. Il y a une classe 1 qui sont des transposants comme celles que McClintock avait décrites, pardon, les classes 2, pas les classes 1, où là il s'agit d'un coupé-collé. Donc en fait, ces éléments transposables sont excisés de leur lieu de leur présence sur un chromosome et sont insérés ailleurs. Et quand ils sont actifs, comme leur activateur, ils ont donc la transposase qui permettent cette excision, et ils utilisent aussi la machinerie du hôte, de la cellule hôte, pour permettre cette excision et réintégration ailleurs. Donc là, il s'agit de ce qu'on appelle un cut and paste, couper-coller. Mais il y avait toute une autre famille ou classe d'éléments transposables qui, eux, procèdent par ce qu'on appelle un copy and paste, donc copie et coller ailleurs. Et donc là, l'élément est présent, il passe via la transcription par un intermédiaire ARN, qui lui est ensuite transformé en ADN, en ADN copie, cDNA, via une activité enzymatique qui s'appelle la reverse transcriptase. Pour ceux qui ont suivi mes cours l'année dernière, je vous avais parlé de la découverte de ces enzymes qui sont associés, ou qui étaient associés au départ avec des virus. Et donc, ces éléments transposables, qui ressemblent beaucoup à des virus d'ailleurs, ont cette capacité de produire cette reverse transcription qui fait une copie ADN qui ensuite va être intégrée ailleurs dans le génome. Donc ici, on part avec une copie, on garde la copie à l'origine et on crée des nouvelles copies. Et vous allez voir, en fait, avec ce type de mobilité, on peut créer beaucoup de copies, parce qu'on peut avoir beaucoup de copies de l'ARN et de cDNA en une seule étape. Alors que pour ce type de transposant, le processus d'amplification est beaucoup plus long. Mais un des points clés, c'est qu'une fois qu'on a commencé à créer des copies ailleurs dans le génome, ces copies, elles, peuvent s'amplifier d'autres manières aussi, parce qu'elles peuvent se retrouver dans le génome et créer des duplicats et avec la recombinaison à différents stades, soit au cours de la méiose, donc soit dans la lignée germinale, soit dans les cellules somatiques. Donc ces éléments transposables peuvent s'amplifier de différentes façons. Et comme je l'ai dit, on pense qu'il y a ces deux classes générales, mais qu'on trouve dans toutes les différentes espèces. Ici, je vous montre une manière un peu plus détaillée de ces deux classes. Donc ça, c'est le classe 2, c'est transposant ADN, comme ACDS et SPM que je vous avais décrit de Barbara McClintock, où là, c'est relativement simple comme système. Il code pour une protéine, la recombinase, ou la protéine qui va permettre la transposition. Et puis, l'autre classe, les rétrotransposants, qui, eux, peuvent venir dans différents types aussi, donc des sous-classes. Donc, il y a des rétrotransposants qui ont des régions répétées, enfin des régions terminaux qui, en fait, au moment de l'excision, le copie, on retrouve ces éléments. Et on a aussi des transposants qui n'ont pas ces long terminal repeats, ces séquences répétées. Donc, en fait, il y a deux types aussi d'éléments rétrotransposants. Je vais revenir sur ça dans les cours à venir, qui sont autonomes et donc qui codent les protéines nécessaires pour leur amplification. Et il y a aussi des éléments qui, eux, ne sont pas autonomes et qui sont probablement, effectivement, des reliques, mais qui ont, au cours de l'évolution, ont gardé la capacité de bouger, mais qui n'ont pas la machinerie pour se faire bouger eux-mêmes. Donc, ils dépendent de ces éléments autonomes pour pouvoir s'activer. Et donc, ici, quand on parle des rétrotransposants, une grande partie de ces rétrotransposants sont effectivement ce qu'on appelle ces rétrovirus endogènes, et qui partagent des stratégies de réplication et d'amplification qui sont très semblables au virus. Et la seule différence, c'est qu'ils ne passent pas par cette phase extracellulaire que les virus ont et qui leur permettent d'aller infecter d'autres cellules.
Et dans la plupart des cas, ces éléments endogènes, ces rétrovirus endogènes, manquent une forme active de, par exemple, cette protéine qui code pour l'enveloppe des virions. Donc, ils ne peuvent pas former ces particules des virus pour pouvoir aller infecter. Sauf qu'il y a certains rétrovirus endogènes qui ont peut-être cette capacité. Je vais revenir sur ça plus tard. Mais en tout cas, voilà, ce sont des endogenous retroviruses qui sont dérivés eux-mêmes probablement d'un rétrovirus qui, lui, était bien infectieux, mais qui ont perdu cette capacité de passer par cette phase extracellulaire, mais qui ont gardé la capacité quand même de se dupliquer et de s'intégrer ailleurs. Et donc ici, c'est juste pour vous montrer qu'en regardant la séquence de les protéines qui sont présentes dans ces éléments transposables, on peut tracer phylogénétiquement d'où elle vient. Et donc l'idée, c'est effectivement que tous ces éléments, dans toutes les espèces qu'on voit, sont peut-être issus d'un ancêtre qui date de plusieurs centaines de milliers d'années et qui a été utilisé, a perdu ses capacités d'infection, les a réacquis à certains moments. Donc, ce sont des éléments qui deviennent des éléments transposables, mais ensuite, ils peuvent redevenir des éléments qui sont capables d'infecter, parce qu'au cours de ces processus de rétrotransposition, ils peuvent acquérir d'autres séquences qui pourraient ensuite être utilisées pour redevenir des virus. Donc c'est un cycle complexe et on va revenir un petit peu sur ça dans l'avenir, mais c'était juste pour vous donner une sorte de panorama des différents types d'éléments qui existent. Et il y en a beaucoup qui peuvent être classifiés de différentes façons. Ici, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais effectivement, dans différentes espèces, on a aussi des transposants d'ADN, type McClintock, mais on a aussi ces rétrotransposants, y compris chez les plantes. Et donc, le parallèle avec les virus est bien sûr très important et effectivement évoque les machineries qui sont utilisées pour que le hôte se combatte contre ces éléments. Donc, alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ces aspects-là parce que je réalise que j'ai pris beaucoup de retard, mais donc on va revenir sur ça. Mais une des questions essentielles est bien sûr comment ces éléments bougent, où et à quel moment dans le hôte. La plupart des éléments transposables qui existent dans un organisme sont silencieux. Soit ils sont mutés, ils ne sont plus capables d'agir, soit ils sont présents et actifs, mais très peu ou très rarement actifs. Donc il y a des mécanismes de contrôle extrêmement importants. Néanmoins, on peut quand même tracer, je dirais, le cycle de vie de ces éléments. Donc je vous ai déjà décrit les transposants ADN qui sont donc coupés et collés ailleurs dans le génome grâce à la transposase. Ces rétrotransposants avec ou sans LTR. Dans le cas des LTR rétrotransposants, qui passent par une phase qui est presque virale, qui procède à la formation, grâce aux protéines qui codent, à des particules qui peuvent aller réinfecter, on va dire, le noyau et insérer le cDNA ailleurs dans le génome. Et ensuite, les rétrotransposants qui n'ont pas les LTA, qui aussi doivent passer par une phase cytoplasmique et ensuite qui revient dans le noyau et s'intègre. Donc, à quel moment ce mouvement ou cette expression des différents éléments se passe? Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que, comme je l'ai dit, il doit être absolument contrôlé pour ne pas causer trop de dégâts. Mais pour que ça soit présent dans un organisme, il faut que ça se passe quand même dans la lignée germinale. Donc, les cellules qui vont donner lieu à l'œuf ou au sperme. Et donc, c'est pour ça que nous les retrouvons quand même dans une population. Ils peuvent, à certains moments au cours de l'évolution, arriver, s'amplifier dans la lignée germinale et se retrouver dans des populations. Et leur arrivée est très souvent accompagnée par une augmentation dans la taille des génomes. Mais ensuite, il devient muté et avec le temps, et le hôte va développer ou évolue les mécanismes, s'il y en a
pas déjà certains, pour les réprimer et les garder en contrôle. Donc ici, voilà l'état des transposants tels que je vous les avais déjà montrés quand ils sont intacts. Et ici, la manière qu'ils sont présents finalement dans les génomes du hôte. En fait, quand ils vont soit exciser, soit réintégrer ailleurs dans le génome, très souvent, ils sont déjà mutés. Donc ceux qui sont intacts peuvent devenir mutés. Et ceux qui réintègrent très souvent sont juste en partie là. Et donc c'était ce type d'élément aussi que Barbara McClintock avait vu avec les DS qui étaient plus ou moins tronqués. Et donc on se retrouve avec ces petits bouts de séquences d'ADN qui sont plus ou moins capables de s'exprimer. Donc parfois ils gardent cette activité transcriptionnelle parce que le promoteur, la partie LTR est présent. Et donc, il y a beaucoup de ces LTR solitaires qu'on trouve dans le génome. On a aussi certains de ces éléments qui manquent une partie des exons, donc les parties codants pour des protéines, mais qui gardent la partie 3' ou la partie 5'. Et il y a aussi des traces, on appelle ça des footprints, des éléments qui ont excisé pour les transposants d'ADN. Donc, on peut voir que effectivement, ces traces sont un peu partout dans le génome. Donc, il y a beaucoup de reliques dans les génomes de différentes espèces et quelques éléments transposables encore actifs, et ça varie d'une espèce à l'autre. Donc, ici, je pense que je ne vais pas passer trop de temps sur cette diapo si je vais arriver à la fin de mon topo, mais c'est la manière, effectivement, le cycle de vie de ces éléments transposables. Donc, quand ils arrivent, et on pense qu'effectivement, il y a un transfert horizontal qui peut arriver où on passe un élément transposable, soit qui devient viral, soit qui est amené via un parasite, par exemple, dans une nouvelle espèce. Et là, en fait, cet élément peut être très actif au début et bien sûr, va avoir un effet mutagénique très, très, très vaste. Donc, il y aura une contre-sélection contre ces éléments très actifs. Donc, mutation petit à petit. Donc, une accumulation de ces mutations dans ces éléments transposables et l'activation de ces capacités de se défendre du hôte. Et donc, en fait, beaucoup de cas doivent être finalement une extinction totale de ces éléments transposables parce qu'ils ont été contre-sélectionnés au cours du développement. Mais dans certains cas, enfin dans tous les cas où on voit, ceux qui échappent à cette extinction, c'est probablement parce qu'effectivement, ces formes mutées ou les formes actives ont un impact quand même minime au niveau des endobages qu'ils peuvent induire. Et donc, même si certains restent actifs, leur impact n'est pas catastrophique et donc peut être gardé. Donc, un exemple que je vais élaborer beaucoup dans les cours qui suivent, c'est l'élément line, qui est un élément non LTR chez les mammifères, qui dure de manière très efficace dans différents mammifères. Donc, clairement, même si il a eu des explosions de ces éléments line, et ça continue dans certains mammifères, dans d'autres cas, les lines, comme chez l'homme par exemple, sont beaucoup plus calmes, beaucoup moins actifs. Néanmoins, il y en a quand même quelques-uns qui sont actifs. Mais, et vous allez voir, sont peut-être exploités pour différents processus chez les mammifères. Donc ici, je vous montre simplement, maintenant qu'on peut voir un petit peu la composition de ces différents types de transposants dans différentes espèces. Ça varie énormément d'une espèce à l'autre, même entre les mammifères. On a des différences importantes dans les types d'éléments transposables qui sont présents dans les génomes. Et, par exemple, dans les génomes des plantes, il y a beaucoup de transposants type ADN, alors que chez les mammifères, il y a beaucoup plus de transposants, des rétrotransposants, mais on trouve des traces de tout type de transposants et rétrotransposants dans toutes ces espèces. Alors, je vais quand même vous parler de l'ADN poubelle, parce que c'était dans le titre de mes cours, l'ADN égoïste. Et pourquoi, après cette découverte des éléments mobiles, d'abord par McClintock et ensuite par d'autres dans d'autres systèmes, pourquoi on a eu ce label d'ADN poubelle qui a été collé aux éléments répétés?
En fait, c'était Susumu Ono, un très grand généticien et cytogénéticien japonais, qui avait utilisé ce mot. Et en fait, au départ, il n'avait pas particulièrement en tête les éléments mobiles ou transposables. Il parlait surtout de l'ADN répété. Il y a d'autres types d'ADN répétés dans notre génome, comme l'ADN satellite qu'on trouve dans différents endroits, en tout cas en particulier près des centres mains. Mais cette évocation d'ADN poubelle a très rapidement été appliquée à toutes les parties non codantes du génome. Et en fait, cette label a joué contre l'intérêt qu'on pouvait avoir pour les éléments transposables, parce que clairement, si c'était de l'ADN poubelle, ce n'était pas très intéressant. Et puis aussi, il y a eu la réalisation, à l'époque de la biologie moléculaire, que c'était très difficile d'étudier ces éléments, vu leur nature très, très répétée. Néanmoins, clairement, le nombre de copies énormes de ces éléments transposables qui étaient capables de s'amplifier était pris en compte par des chercheurs, par des scientifiques qui les ont nommés de l'ADN égoïste. Et pourquoi égoïste? Parce qu'en fait, c'était des éléments qui étaient capables de se propager sans un impact bénéfique évident pour l'organisme, et qui pouvait expliquer les différences de taille énormes dans les génomes entre différentes espèces. Quelque chose qu'on appelait le paradoxe de la valeur C. C pour constant. Et je vais revenir sur ça dans un instant. En tout cas, voici le papier que Ono avait publié à l'époque, So Much Junk DNA in Our Genome, où il avait parlé du fait qu'effectivement, vu la différence des tailles des génomes, il pensait qu'il devait avoir une limite supérieure du nombre de gènes qui étaient responsables de tout organisme. Mais vu la différence des tailles du génome, s'il y avait une corrélation simple entre le nombre de gènes et la taille, ça ne collait pas. Donc il avait justement évoqué la possibilité qu'il y avait beaucoup d'ADN répétés type satellite, et après on a parlé aussi des transposants, qui pouvaient être le reste du génome qui n'était pas codant pour des protéines. Et bon, c'est un nom qui est toujours d'actualité. Il y a des livres publiés, Junk DNA, A Journey Through the Dark Matter of the Genome, The Myth of Junk DNA, etc. Donc c'est quelque chose qui capte toujours l'imagination, et d'où l'importance d'être prudent avec les mots utilisés quand on est scientifique. Et donc pour revenir à cette notion, le paradoxe C, donc la valeur C pour constant value, c'est la quantité d'ADN qui est présente dans le noyau d'une cellule, dans le noyau haploïde, et donc en picogrammes. Et les chercheurs pouvaient mesurer donc cette quantité, et ils l'ont appelé C pour constant parce qu'au sein d'un individu, c'était toujours constant. Dans chaque cellule, on trouvait toujours la même quantité d'ADN. Mais entre espèces, entre organismes, on voyait une énorme différence dans cette valeur C. Donc la taille des génomes varie énormément. Et par exemple, nous, les mammifères, nous sommes là, il n'y a pas une énorme variation en taille, mais ce qui était étonnant pour les scientifiques, c'était par exemple les mollusques. Certains mollusques avaient un génome plus grand que le nôtre. Donc c'était ça le paradoxe. Comment finalement la complexité de l'organisme apparent ne corrélait pas du tout avec la taille du génome. Et donc l'idée qu'il y a beaucoup d'ADN poubelle était très satisfaisante parce que cet ADN pouvait expliquer ces différences. Et pourquoi l'ADN égoïste? Parce que comme je l'ai dit, peut-être cet ADN poubelle était fait des éléments répétés qui pouvaient, eux, se répliquer, se dupliquer, sans contribuer à la complexité de l'organisme, mais qui pouvaient quand même gonfler, on va dire, les génomes de certaines espèces. Et donc, il y a eu un grand débat. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce débat, mais en 1980, Crick, donc Francis Crick, qui était le co-découvreur de la double hélice d'ADN, avait publié justement un article en parlant de cet ADN égoïste qui était le parasite ultime et qui pouvait expliquer pourquoi effectivement ces génomes étaient si énormes. Et d'autres chercheurs aussi. Il y avait donc tout un débat sur la nature pas si égoïste que ça de cet ADN. Et en fait, pourquoi c'était quelque chose qui à l'époque était très d'actualité?
C'est parce qu'il y avait des vues, et là je ne vais pas rentrer dans les détails, moi je ne suis pas experte en l'évolution, mais en tout cas il y avait des positions des néo-darwiniens que finalement tout le génome d'un organisme devait avoir un rôle finalement, qu'on pouvait tout expliquer par les gènes, le génome, et que effectivement chaque base d'ADN presque devait avoir un rôle quelque part, puisque ça a été issu de la sélection naturelle que Darwin avait proposé. Donc il y avait donc ce livre que certains d'entre vous connaissent, The Selfish Gene de Richard Dawkins. Donc c'était provoqué par ce type de pensée que l'idée de l'ADN égoïste est sortie. Et donc, effectivement, la possibilité était proposée que la plupart du génome était poubelle, et que certaines parties de cette poubelle étaient des gènes, mais qui ont perdu leur rôle par des mutations, donc qui devenaient inactifs, et que d'autres parties, et la partie la plus grande, étaient effectivement des éléments transposables qui, comme ils étaient comme des parasites, pouvaient se dupliquer, amplifier et s'insérer dans le génome sans trop de dégâts. En tout cas, quand il y avait des dégâts, c'était contre-sélectionné, et donc gonfler la taille des génomes. Donc tout ça, c'était très bien, mais effectivement, il y avait des scientifiques, des chercheurs de poubelle, en fait, d'ADN poubelle, qui essayaient de convaincre les autres que peut-être il y avait des rôles pour certains de ces éléments répétés qu'on trouvait dans le génome. Même Sidney Brenner, qui a été accusé de participer à ce mouvement contre, on va dire, les éléments transposables, il avait fait la distinction entre junk DNA et not trash. Alors là, j'ai du mal en français, parce que junk et trash, c'est poubelle. J'ai essayé désespérément de trouver une finesse de définition, donc si vous avez, mais bon. Donc junk, effectivement, on peut avoir beaucoup de junk chez nous. Ce n'est pas des déchets, c'est des choses qui ne sont pas utiles, mais qui s'accumulent. Pardon ? Ah, bazar, oui, pourquoi pas. Oui, c'est mieux. Bazar, c'est plus élégant que déchet. Très bien. Du bazar, mais qui n'est pas forcément mis à la poubelle. Et donc, Sidney avait dit, ben voilà, on sait qu'on jette ce qui est dans la poubelle, mais le bazar, on le garde. Et peut-être, un jour, on pourrait y trouver une utilisation. Et voilà, c'était, je pense, là où le séquençage du génome humain, ou le début du séquençage du génome humain, en 2000, a vraiment commencé à ouvrir les yeux aux scientifiques. Donc on est passé d'une phase où McClintock avait effectivement proposé que ces éléments transposables étaient absolument critiques pour le fonctionnement du génome, étaient peut-être des éléments contrôleurs, etc. Elle a quand même eu son prix Nobel en 1983, à une période de plusieurs décennies où c'était vraiment pas à la mode de regarder l'ADN poubelle. Et puis là, on a réalisé que non seulement il y avait beaucoup de cet ADN répété, mais beaucoup plus que de l'ADN codant. Donc il y avait moins que 2% de notre génome humain est codant pour les protéines. Plus que 98% est de l'ADN non codant. Et beaucoup de cet ADN non codant est justement rempli de ces éléments répétés, de ces éléments transposables qui ne sont plus fonctionnels, donc les reliques ou les fossiles, aussi certains éléments qui sont encore actifs, et que dans cette mer d'ADN non codant, il y a quelques îlots, les gènes, qui ont la capacité de produire des protéines. Donc, la question est devenue très rapidement, est-ce que tous ces éléments répétés sont vraiment des poubelles ou est-ce qu'ils peuvent être utiles ? Est-ce que certains de ces éléments transposables ont été domestiqués, c'est-à-dire utilisés, cooptés ? Et combien, en fait, restent actifs, combien sont présents et peuvent avoir des effets positifs ou négatifs ? Donc, c'est une question qui est encore en cours et c'est très difficile, en fait, d'estimer le nombre exact d'éléments transposables et leur reliques parce qu'en fait, avec la mutation, ils dégénèrent et donc c'est difficile bioinformatiquement de les identifier. Mais il y a certains scientifiques qui pensent que la plupart du génome est en fait relique des éléments transposables. Et là, je passe donc 10 ans ou 12 ans plus tard, où les chercheurs ont pris donc le génome et ont essayé de regarder à quel point, dans différents tissus des cellules, les épigénomes changent. Ils ont regardé où se fixent les facteurs de transcription,
quelles sont les parties du génome qui sont exprimées, quelles sont les modifications chromatiniennes qui sont associées à telle ou telle partie du génome. Et sur la base de tout ça, et ça j'ai déjà montré cette diapositive plusieurs fois, je le sais, mais c'est, je pense, important de souligner l'importance de ça. Donc là, par exemple, c'est les épigénomes dans différents types cellulaires d'une même région, même chromosome, les différences qu'il y a d'utilisation de l'ADN. Donc différents épigénomes, différentes expressions des gènes dans différents types cellulaires. Donc, cette cartographie épigénomique a fait conclure aux scientifiques qu'effectivement, le génome, 80% du génome est en fait fonctionnel, même s'il ne produit pas les parties codantes, c'est-à-dire des protéines. Donc, il a une fonction biochimique. Alors là, ça crée un peu un débat aussi, parce que c'est quoi fonction? Est-ce que le fait qu'il est répliqué, ça suffit pour dire qu'il est fonctionnel? Non, en fait, ils ont surtout parlé de l'expression, de la capacité de produire un ARN. Donc, effectivement, ce n'est pas juste l'expression qui fait qu'une partie du génome est forcément utile. Mais ils ont réalisé qu'effectivement, beaucoup de ces séquences qui sont exprimées, qui ne sont pas forcément codantes, des ARN non codants, pourraient jouer des rôles. Et il y a beaucoup du génome où les facteurs s'associent spécifiquement, comme les facteurs de transcription. Et là où ils s'associent, comme par hasard, c'est très souvent des éléments, des séquences qui auraient pu être mis en place ou évoluer à partir des reliques des transposons. Donc en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, le génome n'est pas du tout une poubelle et que toute cette ADN qui ne semblait pas avoir un rôle, en fait, a un rôle très important, on commence à le réaliser, dans la régulation des gènes. Et donc voilà, ça c'est une autre manière schématique de vous montrer. Donc les parties du génome qui vont produire les protéines, donc les exons, les régions exoniques, sont une toute petite fraction, donc moins que 2%, alors que la partie qui est transcrite est une beaucoup plus grande fraction du génome. Et dans différents types cellulaires, les chercheurs ont conclu que si on regarde tous les types cellulaires, peut-être ça sera même 100% du génome qui, à un moment ou un autre, peut être transcrit, et donc pourrait éventuellement aussi être fonctionnel. Donc, ce séquençage du génome humain en 2000-2001 a conduit à une meilleure caractérisation des éléments transposables chez l'humain, en tout cas. Maintenant, nous avons aussi cette information chez la souris. Et donc, la diversité énorme et la distribution de ces éléments transposables commencent à être reconnus, réalisés. Donc ici, je vous montre, ça vient de l'article de Lander et al. Où ils ont publié donc, le génome humain, pour vous montrer tous les différents types des éléments transposables. Donc les ADN, les transposons ADN type classe 2 dont je vous ai parlé, en fait représentent une toute petite fraction chez l'humain et ils sont plus actifs, on pense, alors que les rétrotransposons fournissent une beaucoup plus grande partie de cette cachée, on va dire, d'éléments répétés. Et quand on regarde, et là je vous montre juste une petite vignette, ici en bleu, c'est les régions géniques du génome et en rouge, vous voyez les répétitions. Donc en fait, on voit que les éléments répétés sont partout, les éléments ex-transposants ou encore intacts se retrouvent partout. Ils évitent en général les exons, les parties codantes. Donc là, quand même, il faut préserver la capacité de produire les acides aminés. Mais à l'intérieur des gènes, on trouve des transposons, dont les introns, les parties qui sont sorties par épissage. Et dans les éléments régulatrices, on trouve beaucoup de transposons ou des ex-transposons. Il y a certains locus où on voit très peu des éléments répétés, par exemple dans les clusters des gènes OX, qui, eux, doivent non seulement coder pour des protéines très importantes pour le développement, mais aussi doivent être situés d'une façon extrêmement précise les uns par rapport aux autres. J'en ai déjà parlé un petit peu des clusters et des gènes OX. Et là, l'idée, c'est que parce qu'il faut les garder dans un ordre, une situation particulière, il y a une sélection qui élimine contre-sélection à chaque fois qu'un élément transposable va rentrer dans cette région. En fait, il est éliminé. Donc, en fait, il y a quelques îlots qui sont très dépourvus des éléments transposables, mais la plupart du génome, on a partout. Et voilà, je vais revenir sur les rétrotransposants chez l'humain un peu plus tard pour vous parler de ceux qui sont mobiles ou pas mobiles. En tout cas, pour revenir sur cette fameuse paradoxe C, en fait, maintenant que nous avons non seulement séquencé le génome humain, mais tout un tas de génomes de différentes espèces,
on a compris qu'effectivement, la taille du génome est vraiment une fonction des éléments transposables ou la quantité d'éléments transposables qui sont présents. Ici, je vous montre juste les insectes. Donc la taille des génomes est montrée ici. La proportion qui est due à des éléments transposables facilement distingués ou non transposants ici. Vous voyez que ceux avec les génomes les plus massifs sont ceux qui ont le plus de transposants. Plus on a un grand génome, plus on a des éléments répétés. Et donc, pourquoi certains insectes ont beaucoup plus et d'autres pas? Pareil pour les plantes, on a des variations énormes. C'est probablement parce qu'il y a eu des moments des grandes expansions des transposants ou des rétrotransposants et ensuite une diminution. Donc, il y a beaucoup de théories sur l'importance ou pas d'avoir beaucoup de transposants ou pas, l'avantage, les désavantages. En tout cas, c'est un constat qu'il y a beaucoup de variations. Ici, je vous montre juste un papier qui est issu chez les plantes, où on voit qu'effectivement, dans le riz, dans différents types de riz, avec la domestication du riz, donc le riz qu'on plante et qu'on mange en fait, on voit qu'il y a eu une amplification énorme de certains types d'éléments transposables. Et il y a aussi des théories qui sont même avérées qu'effectivement certains de ces transposables dans certaines espèces ont un avantage adaptatif et donc pourraient avoir eu une sélection. Alors, pourquoi ce gonflement des génomes qui peut ensuite être nocif dans certaines situations? C'est un équilibre entre les éléments répétés qui font cette expansion, qui ne vont pas éliminer une espèce et ensuite sont gardés, contrôlés et mutés, et les avantages que ces éléments peuvent donner à l'organisme en question. Donc, quelques leçons dans cette ère post-génomique. On est encore en train de séquencer des génomes, mais on a quand même pas mal de génomes séquencés qui nous ont permis d'effectivement conclure, suite à ce qu'on avait déjà compris si on avait lu les papiers de McClintock, qu'il y a beaucoup d'éléments transposables dans les génomes qui sont capables de bouger. C'est des parasites qui peuvent se autorépliquer, autodupliquer. Ils sont très semblables à, et dans la plupart des cas, dérivés probablement des éléments type viral, mais les virus aussi peuvent être dérivés des éléments transposables. Ça, je vais revenir sur cette relation au cours de l'évolution entre les deux. Ils peuvent bouger de manière autonome dans le génome en créant des nouvelles copies, en induisant des mutations, de la récombinaison, des délétions, des duplications. Donc en fait, on pense qu'une manière d'éliminer ces éléments transposables au cours de la méiose, par exemple, c'est justement par la délétion de ces éléments au moment de la récombinaison méiotique, mais aussi somatique. On peut trouver effectivement que ces éléments peuvent être utilisés pour créer des changements au niveau du génome, et ça, c'est quelque chose qui, dans le cancer, semble arriver quand épigénétiquement les choses deviennent incontrôlées. On pense qu'effectivement, la récombinaison entre ces éléments peut avoir lieu et générer une hétérogénéité génomique beaucoup plus importante. Et puis, ces éléments, dans la plupart des cas, sont cassés ou mutés. Donc, c'est des fossiles qui ne peuvent plus transposer. Et les éléments transposables, ça, je ne l'ai pas encore évoqué, mais c'est quelque chose que je vais élaborer la semaine prochaine beaucoup. C'est les éléments transposables qui sont encore capables d'activer semblent très souvent se mettre dans des endroits du génome qui sont un peu protégés. Et, par exemple, l'hétérochromatine près des centromères. Donc, soit c'est parce qu'il y a une contre-sélection contre leur présence ailleurs dans leur génome, soit c'est parce qu'effectivement, là, elles peuvent être présentes et actives à certains moments au cours de la vie, dans la lignée germinale. Et on pense aussi qu'elles sont sensibles à l'environnement. Et ça revient sur les hypothèses de Barbara McClintock, qu'effectivement, ces éléments transposables étaient capables d'être activés par l'environnement, même s'ils étaient, dans la plupart des cas, dans une situation plutôt silencieuse et hétérochromatique. Le hôte doit réguler cette mobilité, et nous savons maintenant de plus en plus quels sont les mécanismes pour contrôler cette mobilité. Et nous avons réalisé, grâce à ce séquençage des génomes, qu'il y a des populations d'éléments transposables et de leur hélice qui ont accompagné l'évolution des génomes et qui ont participé à l'évolution des génomes.
et que les séquences autour de ces éléments évoluent aussi grâce à cette capacité de récombiner, comme je l'ai mentionné. Alors, on sait qu'il y a des maladies qui sont déclenchées par les éléments transposables, soit leur activation et donc l'effet de transcription sur des gènes, je vais venir sur ça dans un instant, soit par leur mobilité. Mais on pense que c'est vraiment minoritaire, même si ça a un impact qui nous intéresse beaucoup, évidemment, parce qu'effectivement, au cours de l'évolution, au cours des millions d'années, en fait, on sélectionne contre ces événements qui peuvent être nocifs. Donc, pour conclure sur cette résumé postgénomique, les éléments transposables sont des composants de notre génome. C'est notre génome. Ce n'est pas juste, on va dire, des fossiles qui ne jouent aucun rôle. Ils sont présents et peuvent être exploités au cours de l'évolution, vous allez le voir, pour différentes raisons. Donc ici, je vous montre le type d'impact que ces éléments transposables peuvent avoir. Je les ai résumés, mais ici, je vous montre qu'effectivement, un élément qui arrive dans un exon d'une partie codante d'un gène peut générer une mutation. Donc ça, c'est, je dirais, le cas le plus classique d'un impact d'un transposant et d'un rétrotransposant. Mais ils peuvent aussi amener avec eux la capacité d'être épicés, donc de participer à cette protéine, donc de fournir en fait un nouvel polypeptide, une nouvelle protéine, parce qu'ils sont présents, ou d'altérer les exons qui sont utilisés. Donc on trouve de plus en plus des cas d'épissage alternatif dans des gènes qui est induit par la présence d'un élément transposable ou de son relique. Ils peuvent aussi jouer le rôle de promoteur, donc aller exprimer une région qui n'était alors pas exprimée, ou de l'exprimer de manière alternative, c'est-à-dire que ce promoteur va venir jouer un rôle qui impose une régulation différente sur un gène. Ils peuvent aussi stopper l'expression, la terminaison de l'ARN. Ils peuvent aussi jouer un rôle d'enhancer, et ça c'est quelque chose que je vais beaucoup élaborer dans le cours dans 2 semaines. Ces éléments peuvent jouer un rôle contrôleur parce que c'est des séquences d'ADN qui amènent une machinerie de transcription et donc peuvent influencer les gènes à côté. Ils peuvent aussi perturber épigénétiquement un locus. Et donc ça, comme je l'ai dit tout au début, c'est une des choses qui nous intéresse le plus, en tout cas dans mes cours, parce que ces éléments qui doivent être silencieux dans la plupart des cas, la machinerie épigénétique va les reconnaître. Et donc quand un élément comme ça, ou un bout de ces éléments arrive à côté d'une région génique, elle peut attirer la machinerie épigénétique qui va influencer la capacité d'une région d'être exprimée ou d'être réprimée. Et là, je vais vous montrer très rapidement, il y a des cas où ces éléments transposables ont même été à la base de la formation d'une nouvelle protéine qui sont impliquées, par exemple, dans la placentation ou des protéines qui sont impliquées dans notre système immunitaire. Donc, voilà, comme je l'ai dit, je vais parler plus sur l'aspect épigénétique la semaine prochaine dans mes cours. Et là, je vais terminer juste avec quelques exemples pour vous faire un peu réaliser, ou si vous ne le saviez pas, mais à quel point les éléments transposables sont présents et actifs ou importants dans nos génomes. Donc tout d'abord, on a parlé de Mendel lors de mes premières et deuxièmes, je ne sais pas combien de cours, mais bon, voilà les lois de génétique. Les petits pois de Mendel, je ne sais pas si vous le savez, mais ces petits pois qui avaient une forme et texture différentes, alors je ne sais pas comment on dit wrinkled en fait, fripé, non, ridé, voilà. Cette forme ridée est due à la présence d'un élément transposable dont le gène qui produit une enzyme qui produit le starch. Je ne sais pas comment dire. Amidon, voilà, merci. Et donc les chercheurs ont trouvé, il y a quelques années maintenant, qu'effectivement, il y avait une insertion dans ce gène qui fait que l'amidon n'est pas produit de la bonne façon. Et donc, du coup, il y a une sorte de collapse de ces petits pois. Et alors, pourquoi je vous montre ça en détail, c'est pour vous montrer qu'effectivement, quand on prend l'ADN
de ces plantes et on va aller voir où est la mutation dans ce gène et on trouve qu'effectivement il s'agit d'un élément transposable et on prend cet élément transposable et on va l'hybrider avec ce qu'on appelle un Southern blot. Donc en fait ça c'est l'ADN de la plante où on hybride avec une sonde radioactive qui est spécifique pour cette région et j'espère que vous voyez que c'est tout noir, il y a des bandes partout. Alors pourquoi? C'est parce que justement cet élément répété il est partout dans le génome et il est aussi présent dans ce mutant au sein de ce gène. Donc, dans une situation, et c'est grâce à ça que Mendel a pu faire donc, sa génétique, dans une situation sauvage où il y a les deux allèles sont sauvages, où il y a un allèle qui est sauvage et l'autre allèle a la présence de cet transposant, donc ça c'est l'état muté. On a donc le phénotype normal des petits pois, et c'est que quand on a, dans un quart de progéniture, qu'on a donc les deux allèles mutés que nous voyons ça. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'effectivement, ces éléments transposables sont bien des mutagènes et présents et responsables de certains phénotypes. Ici, d'autres exemples, je vais peut-être revenir sur certains bientôt, mais par exemple, la couleur de pelage de certains chiens bergers est affectée par la présence d'un élément, cette fois-ci non autonome transposable qui est présent et qui conduit à la formation différente des transcrits. Chez les plantes, j'en ai déjà parlé, mais il y a beaucoup de cas effectivement des éléments transposables qui affectent l'expression. Chez les papillons de nuit. Donc il y a beaucoup d'exemples dans la nature. Alors oui, je me suis dit, ça c'est un exemple que je trouve génial. Donc le vin, les vignes, je ne sais pas si vous savez, mais effectivement, la différence entre le cabernet et le chardonnay, c'est un rétrotransposant. Voilà. Donc le rétrotransposant qui a inséré juste en 5' du gène qui est responsable donc non seulement de la couleur, mais aussi j'imagine, d'autres choses, mais je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, la présence de cet élément conduit à l'absence de la couleur, un peu comme le maïs que je vous avais montré tout à l'heure de Barbara McClintock, où effectivement il y a la mutation, donc l'absence d'expression de ces gènes. Ce qui est fascinant, c'est que cet transposant vit à la récombinaison parce qu'il y a ces éléments répétés d'une part et l'autre. En fait, on peut avoir une récombinaison qui fait qu'on excise, on perd cet élément transposable, mais on laisse quand même une petite trace, ces éléments qui sont répétés, qui sont présents. Et donc là, on a une réversion, mais partielle. Donc là, on arrive à cette vigne-là qui s'appelle Ruby Okuyama, j'imagine que c'est japonais, et qui a cette expression partielle, donc rose. Pareil pour les oranges sanguines, voilà. Où là, c'est un élément transposable qui est inséré en 5' d'un gène qui en fait code pour une protéine qui est un facteur de transcription, qui est responsable de cette couleur encore. Et ce qui est très intéressant avec ce cas en particulier, c'est que ce transposant, il est en fait sensible à l'environnement, au foie. Et donc en fait, en fonction du climat, apparemment, on peut induire ou pas plus ou moins d'expression de ces gènes parce que cet élément transposable est présent. Et donc voilà un cas, je vais revenir sur ce type de cas dans mon dernier cours, où ces rétroéléments sont sensibles au climat, par exemple. Donc, je vais terminer dans quelques minutes, mais là, je vous avais montré des situations où, en fait, tout l'organisme exprime le phénotype de ce type d'action. Mais on a beaucoup de cas de variabilité somatique où les éléments transposables peuvent bouger ou être exprimés de manière différentielle dans le même individu. J'en avais déjà parlé lors de mes cours précédents, mais effectivement, c'est quelque chose qui est très d'actualité, la capacité de ces éléments transposables de générer une diversité. Alors ça me ramène à la début de mon cours avec les jumeaux, où effectivement, au cours de la vie, on pense qu'on peut avoir des changements de position et ou d'activité de ces éléments transposables. Et ça donne un mosaïcisme cellulaire qu'on n'imaginait pas. Donc effectivement, dans le cerveau, il a été même proposé que cette activité différentielle de ces éléments pourrait jouer un rôle dans l'activité des gènes autour.
Et le point sur lequel je voulais terminer, c'est que ces éléments transposables, je l'ai déjà dit, ils ont capacité d'attirer la machinerie épigénétique, parce que la machinerie épigénétique est là pour essayer de les contrôler. Et donc, il y a beaucoup d'exemples, en particulier chez les végétaux, où on a ces éléments, les reliques ou les éléments encore actifs, qui sont présents près des gènes, qui devient plus ou moins épigénétiquement marqué, par exemple, par la méthylation. Et ici, je vous montre le cas des tomates, où il y a un autre facteur de transcription qui est responsable de la maturation, merci, je fatigue là. Et en fait, la présence d'un élément copia, un élément transposable en 5' de ces gènes, empêche la maturation, donc empêche l'expression de ces gènes. Donc nous avons les tomates jaunes au lieu de rouges comme elles devraient l'être. Alors ce qui est fascinant, c'est parce que là, c'est un élément transposable qui n'empêche pas, enfin l'activité du gène est là dans le sens que la protéine, la partie codante pour la protéine n'est pas du tout affectée, c'est en 5' du gène. Ce qui est important, c'est qu'au cours de la vie, ces tomates peuvent en fait réverter. Donc elles perdent leur méthylation et donc le gène peut réexprimer. Donc on peut passer des cellules qui étaient jaunes, comme dans le maïs, à des cellules qui sont rouges en fait, qui réexpriment ce gène. Donc on a des secteurs qui sont présents. Donc on appelle ça un état métastable parce que c'est l'état silencieux dû à la présence de cet élément transposable qui attire la machinerie épigénétique, mais qui peut se relâcher au cours de la vie de l'organisme. Néanmoins, cet état est extrêmement stable au cours des générations. Donc c'est une épimutation qui est très stable à travers les générations, donc transmis d'une plante à l'autre, hein. Mais au cours de la vie de la plante, cette épimutation est très labile. Elle peut relâcher l'expression du gène à côté duquel elle se présente. Et là, je vous montre, c'était le même exemple que vous avez vu tout au début de ma conférence. Donc là, il s'agit de ces souris agouties. Là, dans cette situation, il y a un élément, un rétrotransposant qui se retrouve à côté, enfin assez loin quand même du gène, mais qui introduit un promoteur alternatif qui peut générer une transcription du gène aberrante. Et en fait, dans une situation méthylée ou non méthylée, nous avons la présence ou pas de l'expression aberrante de ce gène. Et d'où ces différents individus qui en fait diffèrent par l'activité du gène et l'état de méthylation. C'est pour ça que je vous disais que les mêmes individus peuvent avoir exactement le même ADN, c'est-à-dire le gène important plus son élément transposable, mais qui est plus ou moins méthylé et du coup plus ou moins affectant l'expression du gène entre les individus. Et ce qui est important ici, voilà, ça c'est une situation comme je vous ai montré, pour vous montrer plus en détail, cet élément transposable, plus ou moins méthylé, il s'agit de quelques CPG, quelques cytosines qui sont méthylées, qui ont cet impact assez énorme sur le pelage et l'obésité. Et ce qui est important, c'est que ces états peuvent être influencés par la nutrition d'une mère qui porte ce gène associé à ce transposant, qui est nourri avec plus ou moins de nourriture qui va influencer l'état de méthylation, va donner naissance à des individus avec plus ou moins expression de ce gène. Néanmoins, cet effet nutritionnel n'est pas transgénérationnel. Voilà. Donc là, je vous avais montré juste quelques exemples pour vous donner goût à ce qui va venir dans les semaines qui vont venir plus tard. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de tous les aspects d'exaptation. Donc en fait, c'est un mot qui a été utilisé pour donner un sens au rôle éventuel de ces éléments transposables dans la formation des nouveaux gènes. Donc là, même si j'ai les diapos, je ne vais pas vous les détailler, on va faire ça la semaine prochaine. Donc des nouveaux gènes, des nouvelles fonctions, comme la placentation, le système immunitaire, et surtout l'évolution des éléments régulateurs et les protéines qui s'associent avec, qui sont maintenant reconnus comme étant absolument essentiels pour différents organismes et même pour différentes espèces.
et les processus épigénétiques qui ont non seulement peut-être les mécanismes qui ont évolué pour contrôler ces éléments transposables, mais qui ont permis ensuite l'évolution de certains phénomènes épigénétiques comme l'empreinte et l'inactivation du X. Donc je ne vais pas vous montrer tous ces diapos, ça sera la semaine prochaine. Donc comment on peut générer un placenta grâce à l'exploitation d'un élément transposable qui est devenu en fait une protéine qui permet la fusion entre les cellules maternelles et fétales. Et puis je vais terminer juste sur cette notion des éléments comme une source de régulation potentielle des gènes. En fait, maintenant que nous avons une meilleure idée des séquences des génomes, et en particulier l'homme et la souris, on peut caractériser de manière beaucoup plus précise où se trouvent les éléments régulateurs des gènes et quels sont ces facteurs qui s'associent avec ces éléments régulateurs de gènes. On réalise qu'en fait, très souvent, on retrouve des traces des éléments transposables. Et en particulier, il y a plusieurs études en fait, qui montrent que surtout les rétrovirus endogènes sont porteurs d'informations qui est très important pour le développement. Donc, alors là, je vais terminer. Voilà, on va revenir sur ce que je viens de sauter, vous inquiétez pas si vous revenez la semaine prochaine. Mais là, pour vous parler, pour terminer sur cette notion de cet ADN poubelle, en fait, on pense que c'est plutôt une encyclopédie d'éléments régulateurs, que tout cet ADN qui est entre les gènes et qui entoure les gènes, et par exemple chez les mammifères, on sait qu'il y a des éléments régulateurs qui sont importants pour l'expression des gènes, qui se retrouvent à des centaines ou des milliers de paires de des kilobases d'un gène. Donc très très loin, on trouve des séquences qui spécifiquement sont importantes pour l'expression d'un gène, et on réalise que ces éléments, en fait, c'est des sites de liaison des facteurs de transcription, et très souvent, ces éléments sont en fait des reliquats de certains éléments transposables et la machinerie qui était recrutée. Donc, on réalise qu'effectivement, ces éléments transposables amènent de la matière pour faire évoluer les génomes, non seulement dans leur taille et leur organisation, mais aussi de manière très fine au niveau de la régulation génique. Et donc, les conclusions de McClintock, il y a maintenant presque 70 ans, sont enfin, je dirais, non seulement acceptées, mais revues avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme, parce qu'on pense que ces éléments contrôleurs dont elle a parlé qui vont nous permettre à réellement comprendre comment les gènes sont exprimés de manière différentielle au cours du développement et comment, effectivement, les facteurs épigénétiques sont ensuite recrutés à différentes parties du génome pour éteindre ou permettre l'action génique. Voilà, je ne vais pas... Voilà. Donc, par conclusion, ces éléments sont éventuellement des mutagènes dangereux, des parasites qui peuvent être utiles, l'ADN pubelle qui maintenant est plutôt au cœur de la régulation des gènes, et donc on passe d'ADN qui est bien sûr égoïste, mais aussi peut être altruistique. Donc voilà, je vais terminer là, et je vous invite, si ça vous intéresse, de venir la semaine prochaine.